C'est l'un des chasseurs les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Mais quelle était vraiment la valeur du Spitfire? Aujourd'hui, nous allons vous raconter toute l'histoire. Comment il a contribué à sauver la Grande-Bretagne dans ses heures les plus sombres, combattu aux quatre coins du monde, et même affronté les héros japonais dans le Pacifique. À l'été 1940, la Grande-Bretagne faisait face à ce qui ressemblait à une invasion certaine. L'Allemagne nazie avait balayé la majeure partie de l'Europe de l'Ouest en quelques semaines seulement. La France était tombée plus vite que prévu, et soudain, toute la côte ouest de l'Europe était sous contrôle allemand. S'ensuivit l'évacuation désespérée de Dunkerque. Des centaines de milliers de soldats britanniques et alliés échappèrent de justesse à travers la Manche, mais laissèrent derrière eux la plupart de leurs chars, camions et armes lourdes. L'armée britannique était sauvée, mais presque totalement désarmée. Désormais, la Grande-Bretagne devait se préparer à ce qui semblait inévitable. La Luftwaffe arrivait, et une invasion maritime pouvait suivre à tout moment. La Royal Air Force n'était pas en état d'affronter ce qui se préparait. Elle avait perdu des avions et des équipages en France, et volait encore sur un mélange de chasseurs anciens et dépassés. Les Messerschmitt Bf-109 allemands étaient rapides, bien armés et aguerris par le combat. Les escadrons britanniques, eux, utilisaient encore des biplans comme le Gloucester Gladiator et le plus moderne Hawker Hurricane. Le Hurricane pouvait encaisser les tirs et ramener son pilote à la base, mais il n'était ni aussi rapide ni aussi maniable que les chasseurs allemands. Et puis, il y avait le Spitfire. Au début, la RAF hésitait à engager son nouveau chasseur sur la ligne de front. Lors des premières batailles au-dessus de la France, ce furent les Hurricanes qui partirent les premiers. Mais lorsque la Luftwaffe tourna toute sa puissance vers la Grande-Bretagne, cette prudence prit fin. Les Spitfire furent envoyés au combat. Les bombardiers et chasseurs allemands arrivaient en vagues successives, d'abord contre les stations radars et les aérodromes, puis contre les usines et les villes. C'était incessant. La capacité de la Grande-Bretagne à continuer la lutte dépendait de ce qui pouvait rester en l'air. La cellule du Spitfire était avancée et sa production difficile. Le plan initial de fabriquer 5 Spitfire par semaine ne fut jamais atteint. En septembre 1939, seules quelques escadrilles de l'APRAN, de la RAF en étaient équipées. Mais quand l'enjeu devint vital, c'est le Spitfire qui se distingua. Alors, comment a-t-il évolué pour rester dans la course tout au long de la guerre? Voyons d'abord avec quoi le Spitfire tirait réellement. Le plan initial était simple. Chaque Spitfire devait être équipé de 8 mitrailleuses, Browning de calibre 7,7 mm. Cela ne semble peut-être pas impressionnant aujourd'hui, mais à l'époque, cette puissance de feu était jugée suffisante pour un intercepteur. Le problème, c'est qu'au début, il n'y avait pas assez de mitrailleuses Browning disponibles. Ainsi, de nombreux premiers Spitfire sortirent d'usine avec seulement 4 armes, les 4 autres étant ajoutées plus tard, une fois la production à jour. Mais même une fois les 8 mitrailleuses installées et fonctionnelles, des problèmes apparurent immédiatement. La version de la Browning utilisée par la RAF avait été modifiée pour tirer culasse ouverte, afin d'éviter que la cordite du propulseur ne s'enflamme toute seule lors de longues rafales. Cela fonctionnait parfaitement au sol ou à basse altitude, mais une fois en altitude, à 6 ou 9 000 mètres, l'air glacé s'engouffrait dans les canons et les culasses ouvertes, gelant les mécanismes internes. Cela signifiait qu'en plein combat, les armes pouvaient ne tout simplement pas tirer. Supermarine finit par régler le problème. Les ingénieurs dérivèrent de l'air chaud du radiateur moteur directement vers les logements des armes, puis ajoutèrent des cloisons internes pour piéger cette chaleur et la faire circuler autour des mitrailleuses. En plus, on colla des patchs de tissu rouge sur les orifices de canon pour empêcher l'humidité et la poussière d'entrer. Ces patchs se déchiraient dès le premier tir. Mais même avec des armes pleinement opérationnelles, les résultats en combat n'étaient pas brillants. Les pilotes constataient qu'abattre un avion ennemi nécessitait une énorme quantité de munitions. En moyenne, il fallait environ 4500 cartouches pour descendre un seul appareil. Avec seulement 350 balles par mitrailleuse, un pilote disposait d'environ 15 secondes de tir avant d'être à court. Et puis, il y avait la question du calibre. Les balles de 7,7 mm manquèrent de puissance, surtout contre des appareils plus grands ou plus solides.
Les chasseurs américains utilisaient déjà des mitrailleuses de 12,7 mm, bien plus efficaces pour stopper un avion. Autre problème, la précision. Comme les mitrailleuses du Spitfire étaient montées dans les ailes, elles ne tiraient pas toutes exactement au même point à la même distance. Même avec une visée parfaite, les balles se dispersaient trop, surtout au-delà de 100 mètres. Une rafale pouvait donc ne provoquer qu'un ou deux impacts, et si ceux-ci ne touchaient pas un point vital, l'avion ennemi restait en l'air. Il fallait donc changer quelque chose. La RAF commença à tester des Spitfire équipés de canons Hispano de 20 mm. Au départ, ils étaient remontés de côté dans les ailes, avec de gros chargeurs tambours. Cela limitait la quantité de munitions, obligé à ajouter de grosses excroissances sur les ailes qui perturbaient l'aérodynamisme, et les canons s'enrayaient constamment. Mais les ingénieurs continuèrent à travailler. Un nouveau système d'alimentation fut développé, les canons furent repositionnés et, avec le temps, le Hispano devint une arme fiable du Spitfire. Souvent, il était associé à 4,7,7 mm ou, sur les versions ultérieures, à deux mitrailleuses de 12,7 mm. L'armement du Spitfire, comme une grande partie de l'avion, fut une évolution constante. Ingénieurs et pilotes perfectionnèrent le design, réglant les problèmes un à un. Et, petit à petit, le Spitfire devint un appareil capable d'affronter des adversaires plus rapides, plus robustes et plus dangereux, et de l'emporter. L'une des premières choses que l'on remarque sur le Spitfire, c'est son aile elliptique emblématique. Cette forme réduisait la traînée et offrait une excellente portance, ce qui lui permettait de tourner plus serré que la plupart de ses adversaires. Dans un combat tournoyant, cela comptait énormément. Au cœur de l'avion se trouvait le moteur Rolls-Royce Merlin. Les premières versions développaient déjà plus de 1000 chevaux et les modèles ultérieurs dépassèrent les 1400 chevaux. Cela donnait au Spitfire une vitesse maximale d'environ 595 km/h, ce qui lui permettait de rivaliser avec les meilleurs chasseurs de sa génération. Il avait aussi un grondement distinctif en vol que beaucoup de pilotes n'ont jamais oublié. Mais malgré tous ses atouts, le Spitfire avait encore des défis à relever. Le Messerschmitt Bf 109 allemand utilisait une injection de carburant, ce qui permettait au moteur de continuer à fonctionner même en jet négatif. Le Merlin du Spitfire, lui, fonctionnait encore avec un carburateur. C'était un défaut dans certaines situations, mais aussi un compromis avec de vrais avantages. Voici pourquoi. Le Merlin aspirait le carburant avant qu'il n'atteigne le compresseur, et celui-ci s'évaporait, refroidissant l'air d'admission d'environ 25 degrés Celsius. Un air plus frais rendait le compresseur plus efficace, ce qui augmentait la puissance, surtout en altitude. En vol horizontal ou en montée, le Merlin avait donc un réel avantage. Le problème apparaissait en piqué. Lorsque le pilote poussait le manche vers l'avant, le carburateur se noyait ou était privé de carburant, ce qui faisait caler le moteur. Pendant ce temps, les pilotes allemands pouvaient plonger sans souci. Les Britanniques y leur trouvèrent une astuce. Plutôt que de piquer directement, ils effectuaient un demi-tonneau pour se mettre sur le dos, puis tirèrent sur le manche, ce qui maintenait un flux positif dans le carburateur. Cela restait une gêne, jusqu'à ce qu'une ingénieure, Beatrice Schilling, invente une simple rondelle métallique dans la conduite de carburant, limitant la quantité qui pouvait s'écouler sous pression. Cela ne résolvait pas tout, mais empêchait le moteur d'être submergé. Grâce au radar, les Hurricanes étaient dirigés vers les bombardiers, tandis que les Spitfire engageaient les chasseurs d'escorte dans des combats rapprochés féroces. Les Spitfire interceptaient aussi les bombes volantes Phi-1. La plupart étaient abattus, mais, à court de munitions, certains pilotes prenaient le risque de les déstabiliser d'un léger coup d'aile, assez pour les faire s'écraser avant d'atteindre les zones habitées. Après 4 mois de bataille, la Luftwaffe avait perdu plus de 1700 appareils, et un grand nombre de ses meilleurs pilotes. La Grande-Bretagne avait perdu environ 1250 avions, mais la ligne avait tenu. Les plans d'Hitler pour l'opération Sea Lion, l'invasion du Royaume-Uni, furent suspendus puis abandonnés. Après un tel rôle dans la défense du pays, le Spitfire devint un symbole national, mais sa guerre était loin d'être terminée. En 1941, la Luftwaffe représentait encore une menace, mais le vent commençait à tourner. Les Alliés lançaient désormais des missions de l'autre côté de la Manche, attaquant des cibles en France et se préparant à des opérations plus vastes.
Le Spitfire devait donc s'adapter encore, et vite. De nouvelles versions reçurent des moteurs Merlin plus puissants, des compresseurs améliorés et de bien meilleures performances en altitude. Les dernières versions abandonnèrent même le Merlin pour le Rolls-Royce Griffon, qui développait plus de 2000 chevaux, plaçant le Spitfire dans une toute autre catégorie. Alors que la guerre évoluait, la Royal Navy avait besoin de chasseurs embarqués. Les ingénieurs transformèrent donc le Spitfire en Seafire, version navale adaptée aux appontages. Ce n'était pas simple, son train étroit rendait les appontages très difficiles. Les premiers Seafire étaient de simples Spitfire modifiés, avec crosse d'appontage, système de catapulte, et plus tard des ailes repliables. Malgré ses limites, il donna à la marine un chasseur rapide à un moment critique. En Afrique du Nord et en Méditerranée, les Spitfire affrontèrent désormais les chasseurs allemands et italiens au-dessus des déserts. Après le débarquement de Normandie, ils menèrent des missions à basse altitude au-dessus des plages et combattaient les nouveaux Focke-Wulf Cent 90, des adversaires redoutables. Mais l'un des tournants les plus inattendus de l'histoire du Spitfire eut lieu dans le Pacifique. Là, l'ennemi n'était pas un Messerschmitt ou un Focke-Wulf, mais le chasseur japonais Zero, léger, agile et mortel dans les combats rapprochés. Le Zero pouvait tourner plus court que presque tout, mais il avait une faiblesse. Les pilotes de Spitfire s'adaptèrent. Ils cessèrent d'essayer de le battre en virage et utilisèrent leur vitesse et leur puissance en piqué. Les pilotes britanniques et du Commonwealth attaquaient vite et fort, puis reprenaient de l'altitude, utilisant des tactiques de frappe et retrait pour déchiqueter la structure fragile des chasseurs japonais avant qu'ils ne puissent réagir. Le Spitfire fut l'un des rares chasseurs produits sans interruption avant, pendant et après la guerre. Même ces dernières versions pouvaient rivaliser avec des conceptions plus récentes. Le Spitfire devint plus qu'un simple avion de chasse. Il devint une légende.